Alors, ouais. Du coup, on va reprendre pour cette deuxième partie. Là, on a eu les perspectives historiques sur la première. Et l'idée, là, c'est pour les trois prochaines interventions, de s'intéresser un peu plus aux perspectives contemporaines, c'est-à-dire comment l'antisémitisme va se rejouer. Il y a des liens, bien sûr, c'est pour ça aussi qu'il y a une partie historique, donc un peu toujours de la même façon, mais quand même actualisée de manière différente. Et du coup, là, notre première intervention, ça va être par Clément Homs, qui est enseignant, essayiste et éditeur à Crise et Critique, et voilà, qui s'intéresse à la critique. Je prends ma feuille, en fait, je fais pas comme si je savais. Donc, ça s'inscrit dans la critique du capitalisme et le post-marxisme. Et donc, il va nous parler de l'antisémitisme et le capitalisme, comment et pourquoi les formes contemporaines d'anticapitalisme antisémite ont été développées en déformant. Donc là, j'ai lu l'intervention et c'était galère, mais ça déforme en fait l'analyse des rapports matériels de domination capitaliste en abstraction morale. Merci beaucoup pour la présentation. Donc oui, je vais essayer d'avoir la tâche un peu difficile de développer, de présenter, du moins c'est plutôt une introduction que je propose, à l'interprétation de l'antisémitisme moderne, tel qu'a commencé un petit peu à l'évoquer Sander tout à l'heure. C'est vrai qu'on a publié dans des éditions Crise et Critique dans ce livre collectif, donc Le péril antisémite, l'antisémitisme structurel dans la modernité capitaliste. Et donc, l'idée un petit peu, c'est de donner des clés, une porte d'entrée pour entrer dans l'ouvrage, pour oser, si vous voulez, rentrer dans cet ouvrage qui peut paraître, c'est vrai déjà, forcément volumineux par les nombre d'articles qu'on a choisis, mais aussi qui a des aspects théoriques pour essayer de réinterpréter totalement différemment dont on entend les interprétations habituelles. Voilà, et donc je vais essayer un peu de développer ça. Alors en 35 minutes, ça va être là aussi un grand, grand défi, mais on va essayer de se lancer. Donc c'est vrai que donc voilà, ce livre propose une lecture en fait qui n'existe pas tellement dans l'espace francophone, mais qui existe dans d'autres espaces. Et donc les textes que nous avons rassemblés dans ce recueil proviennent de chercheurs, de sociologues, de théoriciens autonomes des mondes anglophones, germanophones, lusophones principalement. Et ils sont tous marqués par l'interprétation proposée par l'historien et théoricien nord-américain Moïse Poston, donc, qui a vécu entre 1943 et 2018. Et il a élaboré sa théorie dans les années 80-90. Et donc c'est quand même une théorie sur l'antisémitisme qui a beaucoup marqué au cours des 3 dernières décennies le champ des études de l'antisémitisme moderne, particulièrement à la fois dans le milieu académique euh, et aussi dans une partie de la gauche allemande, de l'extrême gauche allemande, de la gauche radicale allemande. Euh, et donc pour Poston, interpréter l'antisémitisme moderne, donc comme l'a rappelé Sander, donc c'est quelque chose qui apparaît surtout au 19e siècle. Euh, on ne peut pas l'interpréter comme un simple préjugé qui reviendrait à en manquer la signification véritable. On ne saurait le réduire à une erreur, l'antisémitisme, à une erreur d'appréciation, à une manière de penser biaisée, à une généralisation abusive d'un comportement individuel étendu à l'ensemble d'un groupe discriminé. Et on ne peut pas non plus le comprendre comme une simple discrimination parmi d'autres dans l'histoire du genre humain. De telles approches souvent méconnaissent ce qu'on a aussi évoqué là. Il faut prendre l'objet de l'antisémitisme dans sa spécificité, dans sa singularité, comme les racismes dans chacune de leurs spécificités. L'antiziganisme n'est pas pareil que la négrophobie, n'est pas pareil que, etc., etc. Et cetera. Et donc, il faut véritablement dégager cet objet en soi, l'antisémitisme moderne. Et donc, il faut l'envisager aussi parce qu'on ne peut pas simplement à travers le prisme on le réduirait à des préjugés, l'antisémitisme serait des préjugés sur des juifs. Ça ne peut pas expliquer non plus pourquoi il a conduit à la Shoah, par exemple, ni pourquoi il a aujourd'hui largement débordé son lieu d'origine européen pour se déployer à l'échelle globale, de la Thaïlande au Mexique, du Brésil à l'Iran, de la Russie au Japon. Et dans cette perspective, Moïse Poston et donc les auteurs que l'on a rassemblés dans le recueil, donc il doit aussi être clairement distingué donc,
de chacun des racismes, qui ont chacun leur spécificité, des xénophobies fondées sur des préjugés, des pensées stéréotypées. Et bien sûr, il y a la singularité de la Shoah qui convient donc de penser en tant que telle, là aussi à travers, c'est pas n'importe quel antisémitisme qui a créé la Shoah, on l'a rappelé dans l'intervention précédente, c'est l'antisémitisme nazi, rédempteur, éliminationniste, qui a aussi ses particularités par rapport à d'autres antisémitismes. Et donc, véritablement, il faut, de manière générale, et sur le plan méthodologique, il faut éviter de toute façon de subsumer, c'est-à-dire de réduire les choses à des macro-concepts généraux auxquels on voudrait tout identifier. De manière générale, le philosophe allemand Theodor Adorno a critiqué ce genre de pensée qui veut en fait tout coller à un seul concept, hein, et notamment il a un peu identifié aussi à la raison, à la raison des Lumières. Il a parlé d'une pensée identifiante qui veut toujours identifier au un, à l'unique, toujours à la même chose. Alors qu'en réalité, ben, les réalités sociales ont des moments de singularité, ils ont des moments de généralité qui peuvent les ramener au tout, à la totalité sociale, au fonctionnement global de la société, mais ils ont aussi des éléments particuliers, singuliers qu'il faut regarder. Et donc, prendre en compte le concept et la notion d'antisémitisme, il faut véritablement le faire dans ce geste-là. Et donc, euh, on peut dire aussi que pour prendre en compte l'antisémitisme en tant que objet propre soumis à la critique, il faut aussi indiquer, donc, comme on l'a déjà rappelé, qu'il y a une différence entre l'antisémitisme moderne et l'antijudaïsme prémoderne, qui soit chrétien et aussi musulman. Et aussi, donc, il faut le distinguer avec le racisme colonial et d'autres discriminations à l'encontre dans l'histoire humaine envers des minorités religieuses et ethniques. Et donc ça, véritablement, il faut le regarder parce que déjà, on peut aborder la question. Généralement, les racismes, ils fonctionnent généralement d'une manière qui cherche à dénigrer les individus, les autres concrets, les racisés, comme des êtres inférieurs. Voilà. Dans les racismes, les victimes aussi vont souvent être associées à des pulsions sexuelles, à des bas instincts, au crime, à la saleté, à l'animalité, etc. Euh, alors, bien que ces motifs puissent également être projetés sur les juifs dans la perspective de l'antisémite, ils n'en constituent pas le cœur. Comme nous le verrons, l'antisémitisme imagine et dépeint les juifs d'abord et avant tout comme l'incarnation d'une puissance abstraite et omniprésente. Ils ne sont pas tant dénigrés comme des êtres inférieurs que comme des êtres supérieurs et dominants. Donc là, on a déjà une spécificité dans cet antisémitisme moderne, dont Sander a déjà parlé. Il existe aussi au sein de l'antisémitisme, dans son cœur, une idéologie explicative globale du pouvoir et de la domination, que l'on ne retrouve pas forcément dans d'autres idéologies d'exclusion, de discrimination, de racisme. C'est fondamentalement lié aussi à la compréhension du pouvoir dans la modernité, l'antisémitisme. Et donc, ce n'est donc pas simplement le degré, mais aussi la nature du pouvoir qui va être attribuée aux juifs par les antisémites, qui va distinguer l'antisémitisme comme une singularité. Et donc, ce qui va le distinguer, en effet, euh, des formes plus anciennes de haine des juifs. Donc, c'est pas simplement sa nature, on l'a déjà dit, séculière, donc qui n'est plus véritablement théologique, mais aussi, donc, et surtout, son caractère systématique. L'antisémitisme moderne prétend expliquer donc, le fonctionnement réel du monde. Il devient, et j'y reviendrai, un paradigme explicatif total. Les Juifs y sont associés donc à une immense conspiration internationale, puissante et insaisissable, englobant le système mondial dans son ensemble. Et donc, dans la vision antisémite du fonctionnement du monde, les Juifs sont décrits comme déracinés, omniprésents et incontrôlables. Ils ne sont pas toujours aisément identifiables par leur apparence. L'antisémite, lui, se pense alors capable seul de les détecter et de les identifier à distance.
Il devient ainsi une sorte de détecteur permanent de juifs qu'il s'agirait de démasquer derrière des processus et des phénomènes sociaux abstraits, perçus comme intrinsèquement conspirateurs et intouchables. Ces éléments-là sont structurants dans l'antisémitisme. C'est ça une singularité de cet objet. Et donc, on va véritablement essayer d'y réfléchir. Et afin de dégager donc une nouvelle compréhension de cet antisémitisme-là, tel que compris dans ce cadre, il convient également de prendre ses distances avec certaines interprétations anciennes et trop limitées, qui en manquent cette spécificité et sa signification. Il faut par exemple critiquer le simplisme de la théorie du bouc émissaire, qui est vraiment la théorie traditionnelle de l'antisémitisme, qui a été utilisée beaucoup par la gauche, par les gauches. Et c'est une théorie qui dit que, en effet, la classe dirigeante ou la bourgeoisie rendrait un autrui les juifs, mais ça peut aussi fonctionner pour d'autres minorités dans cette théorie du bouc émissaire. On les rendrait responsables de problèmes individuels et collectifs, ainsi que des injustices sociales dans leur ensemble, afin de tromper la classe ouvrière ou le petit peuple. Et dans cette approche, souvent qui est mobilisée, on va avoir véritablement une compréhension instrumentale de l'antisémitisme. L'antisémitisme n'existe pas vraiment en soi, en fait, c'est que les dirigeants qui l'ont créé, qui l'ont provoqué, c'est une compréhension manœuvrière en fait de l'antisémitisme. On ne le prend pas réellement au sérieux en tant qu'objet, en tant qu'idéologie propre, qui a ses propres déterminations et son dynamisme. Et ça, véritablement, et toute la gauche est dans ce paradigme voilà, d'une compréhension complètement erronée de l'antisémitisme. Et c'est aussi pour ça qu'on a tant de problèmes aujourd'hui à gauche, et dans les gauches, de penser l'antisémitisme, parce que les gauches n'y ont jamais véritablement pensé. Alors donc, comme il y a déjà 10 minutes, alors Poston, justement, donc, il va repartir à travers différentes influences, hein, il va partir de plusieurs lectures. Il est historien, donc il va lire beaucoup de choses, évidemment, euh, qui s'est écrit précédemment. On peut dire que le modèle théorique de Moïse Poston est influencé par exemple, Jean-Paul Sartre. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, ses réflexions qu'il va poser, il va reprendre de Sartre l'idée qu'il y a un détachement radical entre l'image que se fait l'antisémite des Juifs et les Juifs réels. Il s'agit également euh, de s'approprier la distinction sartrienne entre des modes de pensée abstraits et des modes de pensée concrets. Sartre constatait en effet chez l'antisémite une incapacité à penser la société en termes abstraits, complexes, ce qui le conduit à réduire les abstractions, la complexité, à des entités concrètes et simples. Il indiquait aussi que l'antisémite personnifie des éléments de la réalité de la modernité. Il va personnifier la liberté, la démocratie, le capitalisme dans les juifs. Le juif devient alors la concrétisation de ce qui apparaît comme abstrait à la conscience dans le monde. Dans l'imaginaire antisémite, dont le juif va fournir ainsi un support concret permettant d'expliquer le monde social. Ça, c'est vraiment déjà chez Sartre. Hein, et Poston va s'inscrire dans ce geste qui, pour lui, est un peu la première brique de son interprétation. Il trouve que Sartre, bon, quand même, euh, il reste un peu voilà, à cheval, il n'arrive pas au bout d'une possible explication. La deuxième influence, c'est celle des théoriciens allemands Theodor Adorno et Max Horkheimer dans l'école de Francfort. Et donc, ces chercheurs cherchent à ancrer l'antisémitisme dans une théorie, alors là, de la réification, c'est-à-dire de la chosification, euh, en les rapportant à des formes spécifiques de rapports sociaux liés au capitalisme. Dans cette perspective, Adorno et Horkheimer montrent que l'antisémitisme repose sur un mécanisme de projection. Des caractéristiques abstraites, puissance, finance, manipulation, sont attribuées aux juifs. Cette projection s'articule à une vision dichotomique, une opposition, opposant un prétendu capital productif, perçu comme bon, positif et sain. Alors, il y aurait du bon capital, voilà, qui permet de développer l'Allemagne, qui permet de développer la France, etc. Opposé à un capital financier, supposément juif, justement, décrit comme, cette fois-ci, rapace, avide, abstrait, parasitaire et improductif.
qui tromperait donc, et exploiterait les travailleurs et la société. Et cette opposition dichotomique, il la voit très très bien l'école de Francfort dans les années 30. Et là aussi, ça va être un point d'appui pour Poston, pour essayer de décrire de l'intérieur pourquoi il y a ces visions dichotomiques dans les antisémitismes. Voilà. Alors, je passe sur la limite que Poston trouve à Adorno et Horkheimer. En tout cas, voilà, il en fait un point d'appui. Et puis, il y a une troisième influence chez Poston, c'est l'historien, je crois, allemand, George Moss, qui a interprété, lui, l'antisémitisme comme une révolte contre la modernité. Cette approche peut sembler plus satisfaite à ses yeux. Toutefois, selon Poston, Moss ne parvient pas à expliquer pourquoi, alors même que le capital industriel fait pleinement partie de la modernité, il n'a généralement pas été la cible privilégiée de l'antisémitisme. Pour Poston, comprendre ce point suppose précisément de réinvestir l'analyse de Karl Marx sur le fétichisme de la marchandise et de distinguer entre l'essence du capitalisme, ce qu'est le capitalisme dans son fonctionnement réel de base, et les formes sous lesquelles il va apparaître à la conscience. Or, le concept de modernité ne permet pas cela, justement. Et donc, il va s'agir pour Poston de bien distinguer essence du capitalisme et apparence du capitalisme à la conscience. Et donc, c'est pour ça que Poston va dire, ben, il va peut-être falloir quand même, pour comprendre l'antisémitisme, il va falloir quand même peut-être revenir à cette question de Marx, là, du fétichisme de la marchandise. Ça peut être une clé, un point d'appui pour peut-être expliquer ce que mes prédécesseurs, en quelque sorte, je le résume avec mes mots, n'ont pas réussi peut-être à expliquer. Mais en tout cas, c'est des points de départ importants pour lui. Voilà. Il y a une autre influence, mais je vais peut-être passer, c'est la théoricienne de l'antisémitisme qui s'appelle Shulamit Volkov. Mais bon, je vais passer. En tout cas, elle insiste beaucoup elle aussi, que l'antisémitisme est un code culturel. C'est-à-dire que on va, dans l'antisémitisme, faire passer plein d'autres idées à l'intérieur. Donc, des idées ben, souvent réactionnaires, antidémocratiques, nationalistes, antisocialistes, anti-émancipatrices. Ça sert comme un peu une vision du monde. Il suffit de dire je suis antisémite pour dire plein de choses en même temps, en fait. Voilà. Et ça, vraiment, elle donne là aussi à l'antisémitisme, elle le prend véritablement comme un objet qu'il faut penser en lui-même. Voilà. Et alors donc pour comprendre l'antisémitisme, eh bien Poston va partir de Marx, et c'est là où ça devient compliqué. Et donc pour comprendre là-dessus, donc, il faut penser que le capitalisme, si on a une certaine lecture de Marx, n'est pas simplement un système économique. C'est son apparence, finalement, qui nous paraît que le capitalisme, c'est que de l'économie. En réalité, on est déjà là dans le fétichisme de la marchandise. Euh, le capitalisme, si on lit bien Marx, et donc Poston va creuser là-dessus, il va dire qu'il faut le comprendre plutôt comme une forme d'existence collective, une forme de vie collective, une forme de socialisation historique et spécifique. Et ce que l'on connaît, ce que l'on méconnaît plutôt de Marx bien souvent, et quasiment tous les marxistes n'ont pas voulu voir cela, c'est que Marx va indiquer dans les brouillons préparatoires du Capital que sous le capitalisme, je vais citer Marx, les individus sont désormais dominés sous le capitalisme par des abstractions. Alors, Marx va nous indiquer que le capitalisme a un fonctionnement très très particulier. Ce sont des abstractions réelles qui sont au cœur du monde, de la forme d'existence capitaliste. Et donc c'est au premier abord assez déroutant ce mot d'abstraction réelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein, ça peut paraître très compliqué, mais en réalité c'est assez simple. Du moins, je vais essayer de le résumer de manière assez simple. Et c'est un concept explicatif qui va être central dans la compréhension de l'antisémitisme par Poston. En effet, on peut dire que du Japon à l'Iran, du Canada au Mexique, le monde capitalisme, le système monde capitaliste fonctionne comme une abstraction réelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben donc, qu'est-ce qu'il y a d'essentiel? Au cœur de la vie sous le capitalisme que nous menons tous,
il y a un principe, en réalité totalement abstrait, par rapport à la vie de notre espèce Homo sapiens, à savoir la multiplication de l'argent. L'argent comme fin en soi, qui n'a pas d'autre but que lui-même. Il ne s'agit pas simplement de thésaurisation, et là, en ce sens, Picsou n'est pas du tout un capitaliste, par exemple, parce qu'il thésaurise. Hein, on pourrait dire que c'est un peu l'anticapitalisme tronqué des dessinateurs de Picsou. Hein, faut leur pardonner. Mais en fait, l'argent fonctionne comme un rétrobouclage permanent de l'argent sur lui-même. L'argent ne peut et ne peut jamais s'arrêter dans son mouvement de multiplication. Et donc, en philosophie, on parle d'un verbe, d'un mot qui s'appelle l'autotélie, du grec autos, soi-même, et télos, fin but. Ça signifie que donc la chose la fin est une fin en soi, hein, a une fin en soi-même. C'est-à-dire qu'il n'est pas orienté vers un but extérieur qu'à lui-même. Et donc, c'est une activité, cette multiplication de l'argent, qui est poursuivie pour elle-même et qui n'a pas donc d'autre moyen en vue d'autre chose qu'elle-même. Et c'est ça l'abstraction capitaliste, cette multiplication de l'argent pour elle-même. Marx va parler que ce principe-là de multiplication de l'argent, c'est un sujet automate. Ça va complètement prendre la société et nos vies dans ce monde. Et donc, en effet, c'est pas simplement non plus une abstraction idéale, c'est pas simplement voilà, une simple idée, cette abstraction capitaliste de la multiplication de l'argent. C'est pas l'invention d'un individu, de Margaret Thatcher ou d'Adam Smith ou de Vincent Bolloré. C'est pas un pur produit de la conscience ou du pouvoir de décision des capitalistes, cette abstraction. En fait, cette abstraction, elle s'est matérialisée dans nos conditions même de notre existence, de notre espèce et de la reproduction de notre espèce, de toutes les sociétés à l'échelle de la Terre. C'est une abstraction qui s'est réalisée pratiquement dans l'ensemble de nos actions individuelles et collectives, dans nos objets et dans notre fonctionnement général. Cette abstraction s'est matérialisée. Et donc également jusque dans nos formes de conscience. Alors, dans le Capital, c'est vrai, dans le premier chapitre du fameux livre de Karl Marx, Marx va insister sur cette abstraction réelle d'une certaine manière. Il va dire par exemple que la marchandise et le travail ont une double nature. Ils sont à la fois, d'un côté, il y a une dimension concrète, par exemple, le livre sert une utilité déterminée, un apprentissage, une connaissance, etc. Mais de l'autre, le même livre a une dimension abstraite, c'est de faire de l'argent dans le marché de l'édition, par exemple. Donc, il est un moment, cet objet, d'un processus de valorisation, de multiplication de l'argent. Et donc, toutes les marchandises vont être comme ça, à la fois sensibles, concrètes, mais en réalité, elles sont déterminées déjà dans leur être même par quelque chose de suprasensible, dit Marx, c'est-à-dire quelque chose de totalement abstrait, qui est cette abstraction de la fin en soi de l'argent. Et les deux sont complètement ensemble. L'abstrait a déterminé complètement le concret de la marchandise. Voilà. Et donc, les marchandises que nous avons autour de nous, dans cette salle, on est dans un monde d'abstraction réelle. Toutes les entreprises qui ont créé cette salle, les micros, les tables, etc., ce sont à la fois des choses concrètes et des supports de multiplication de l'argent pour les entreprises qui les ont réalisées. Et il en est de même de notre activité du travail. C'est pas une activité comme ça qui a toujours existé, ce travail. Le travail que nous formons pour fabriquer des marchandises, c'est un travail abstrait concret. Il est les deux en même temps. C'est-à-dire, on fabrique des marchandises concrètes, mais ce travail est immédiatement, son être même, son but, son faire en soi, c'est la multiplication de l'argent. Donc l'abstraction est déjà inscrite dans notre activité. C'est pour ça que nous, dans le courant de l'activité de la valeur, on va dire que le travail que nous vivons, nous, depuis 2 siècles, n'existe que sous le capitalisme. Cette activité-là, le travail que nous vivons, c'est pas la subsistance du XIIIe siècle, des paysans ou du néolithique, ça n'a rien à voir, notre activité. On est dans une activité déjà abstraite. Donc Marx va utiliser travail concret, travail abstrait pour essayer de penser cette abstraction, cette abstraction. Voilà. Et alors, pour revenir à l'essentiel, donc, on pourrait dire que cette abstraction réelle, ouais, désormais, elle fonctionne, c'est notre monde. Hein. On peut dire que le capital s'est anthropomorphisé sous la forme de notre espèce. Tout est déterminé désormais par lui. Hein. Et donc, il va structurer toutes nos vies.
Et nous-mêmes, nous allons être réifiés en tant qu'individus, nos individualités vont être réifiées, c'est-à-dire on va devenir des choses, on va devoir endosser des rôles, on va devoir être les supports de ce mouvement de multiplication de l'argent à travers des métiers, à travers des formations. Marx va parler qu'on va devoir personnifier ces rapports sociaux, comme si les humains mettaient des masques de caractère, comme dans le théâtre antique. On va se mettre sur le visage le rôle qu'il faut, et on va l'endosser, on va l'intérioriser aussi, ce rôle, dans notre conscience, dans notre manière de faire, pour pouvoir exister dans cette société qui a complètement été dévorée par l'abstraction réelle capitaliste. Voilà, donc je passe. Et le détail, alors l'antisémitisme dans tout ça, combien de temps? Ok. Ok. Alors donc, alors en fait, cette essence du capitalisme comme abstraction réelle, euh, elle n'apparaît pas à notre conscience euh, de manière transparente et consciente. Il y a un fétichisme de la marchandise. C'est-à-dire que le monde dans lequel on existe dans cette abstraction, en fait, il va nous apparaître, en quelque sorte, comme quelque chose de totalement naturel, et totalement ayant toujours existé depuis tout le temps. On va véritablement penser que donc euh, euh, tout le monde a toujours existé comme cela. Et si vous voulez, ce monde-là va, dans la conscience, euh, créer une forme de conscience qui va pas réussir à saisir ce monde à la fois en même temps abstrait et réel. Mais la conscience, elle va se raccrocher dans ce monde que nous vivons à tout ce qui nous paraît concret, sensible. On va le détacher de sa détermination par l'abstrait, par la multiplication de l'argent, faire vite, et on va dire ça, c'est le bon monde. Ce qui est concret, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est réel, et c'est positif. Et donc, quand on va vouloir s'opposer à ce monde, on va comme ça, en philosophie, on va dire, on va hypostasier le concret, on va le détacher, on va l'isoler de ses médiations abstraites et on va le naturaliser, voilà, en faire une seconde nature. On va dire, voilà, alors généralement, c'est le travail. Le travail, voilà, c'est la seconde nature, ça a toujours existé, le travail. Les marchandises, c'est concret, les marchandises, c'est des biens, ça a toujours existé. C'est l'industrie. L'industrie, dans la gauche, la pensée fétichisée de la gauche. L'industrie, c'est bon, il faut affirmer l'industrie, les forces productives, etc., etc. Et alors, donc, la conscience fétichisée sous le capitalisme, et il faut lutter au quotidien contre ça, mais c'est spontané, hein. On va détacher dans le monde tout ce qui nous paraît abstrait, tout ce qui est incompréhensible, et on va, voilà, tout ce sur lequel on n'a pas de maîtrise ou de prise, on va l'hypostasier cette fois-ci comme étant de l'abstrait, hein. Là aussi, on va le détacher de toutes ces déterminations réelles, concrètes, dans l'abstraction, qui en fait, c'est juste les deux côtés, mais on va les séparer les deux côtés abstrait concret et on va opposer le concret à l'abstrait. On va opposer l'un à l'autre. Voilà. À travers, et ça, c'est la conscience fétichisée, hein, véritablement. Et cette conscience fétichisée, alors peut-être que là, ça vous paraît un petit peu très rapide, mais l'abstrait dans la conscience va prendre la forme de quelque chose aussi d'une naturalité. C'est-à-dire, on va comprendre le capitalisme comme des lois objectives, naturelles. Voilà, c'est comme ça fonctionne toujours comme ça. Et le concret aussi va être compris comme quelque chose de naturel aussi. Ça va être une réalité organique, ça va être une réalité matérielle, enracinée. Et donc, vous allez avoir véritablement, dans le monde du capitalisme, cette religion quotidienne d'une vision dichotomique, opposant voilà, un abstrait hypostasié à un concret hypostasié, l'un contre l'autre. Voilà. Et alors, ça va créer énormément d'idéologie, de production idéologique, hein. Alors, vous avez d'abord, bon, ben, c'est les pensées de gauche, voilà, qui sont totalement des consciences fétichisées là-dedans, puisqu'ils vont adorer le travail contre la finance, par exemple, hein. Et on peut dire aussi qu'il va y avoir des oppositions qui vont opposer voilà, les bons travailleurs au capital parasitaire. Eh bien, l'antisémitisme va prendre totalement sa place dans cette vision dichotomique et fétichisée des apparences du capitalisme. Tout ce qui paraît concret, le sol, le peuple, le travail, le sang.
la race. Tout ça va être opposé à l'abstraction, à tout ce qui nous paraît abstrait. Mais cette fois-ci, dans l'antisémitisme, eh ben, on va le personnifier dans les Juifs. Voilà. Tout ce qui va nous paraître abstrait dans le monde, et on va attribuer aux Juifs toutes les caractéristiques de cette abstraction. Les Juifs vont être comme le capital, ils vont être mobiles, ils vont être insaisissables, ils vont être partout omniprésents. Ça va être justement, comme disait Sander, euh, au cœur du capitalisme, il va y avoir en quelque sorte cette juiverie internationale qui va incarner ce principe d'abstraction et qui va devenir explicatif du monde. Parce qu'en fait, les antisémites, on pourrait dire, c'est une théorie qui cherche à comprendre leurs propres souffrances, les maux et les malheurs de la société, mais l'antisémitisme va servir de principe explicatif et dans différentes versions, donc chez les nazis en particulier, ça va devenir même une dimension très racialisée et rédemptrice, puisqu'il faut sauver la race allemande de la race juive. Stop.